en cours comme ça sur Zoom. Mais là, il y a un truc où tu peux. S'il vous plaît, je vous demanderai de couper vos micros, si c'est possible. Je coupe. Voilà. Bien, il est l'heure. Je propose de commencer sans plus attendre pour respecter les personnes qui sont à l'heure et qui sont déjà 18, nous compris. Donc, je suis le maire de Pompéjac, je suis vice-président de la communauté de communes en charge du plan local d'urbanisme et de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Cette présentation qui va vous être faite est une présentation générale sur les travaux qui ont été réalisés depuis 2017 par l'ensemble des communes de la CDC, 37 communes, sur 38 documents d'urbanisme qui existaient, puisqu'il y a eu une fusion de communes. C'est un travail très long, c'est un travail assez technique qui a été fait avec des allers-retours entre les mairies, les conseils municipaux et le cabinet Citadia et le bureau urbanisme de M. Duvigneau à la communauté de communes. Donc, on va vous présenter le fruit de notre travail qui a été fait aussi sous l'œil des personnes publiques associées qui nous ont renseigné chacune dans leur domaine. Avant de passer la parole à Pierre Albert du cabinet Citadia, je tiens à le remercier pour cette semaine marathon. C'est la 8e fois qu'il présente ce document depuis lundi et c'est toujours fait avec légèreté, la légèreté qui convient pour que les échanges après soient de bonne qualité. C'est à vous, Monsieur Albert. Merci, Monsieur le Vice-président. Bonjour à toutes et à tous. Donc, au lieu de regarder le rugby, nous allons parler de réunion publique. Donc, pour commencer, il est important de rappeler ce qu'est un PLUI. Un PLUI, qu'est-ce que c'est? C'était déjà une démarche stratégique, un projet de territoire en matière d'aménagement et de développement durable. Oui, c'est bien un projet de territoire, ce n'est pas seulement un document d'urbanisme. C'est un projet de territoire pour 10 années. Donc, la loi fixe un objectif de 10 années pour un PLUI, donc pour le projet. Mais bien sûr, une fois que ce document sera exécutoire, il sera possible de le faire évoluer. On n'est pas obligé d'attendre 10 ans pour amener des modifications, bien sûr, c'est en fonction du choix des élus et des éventuels projets qui arriveront sur le territoire. C'est un projet aussi solidaire qui va amener la cohérence de développement de chaque commune. Alors, chaque commune, c'est important de dire chaque commune parce que toutes les communes du territoire étaient associées. Et pour réaliser un bon PLUI, il faut qu'il y ait des allers-retours entre l'intercommunalité et les communes. Et donc, chaque commune a travaillé tout au long de la démarche. C'est aussi un document qui est complémentaire dans la réponse aux besoins de l'ensemble de la population. C'est aussi une vision donc, du territoire, des réponses que chaque commune peut amener au cadre de vie, aux besoins de la population. C'est aussi un document de mutualisation des moyens et des compétences. Et ça a été intéressant par le biais du PLUI de faire un document qui a permis de mettre en place de l'ingénierie importante sur le territoire, alors une ingénierie que moi je représente, des cabinets d'études, mais aussi les services de la communauté de communes qui ont participé et ça a permis d'avancer, réfléchir ensemble. Enfin, bien sûr, un PLUI, c'est un document réglementaire. C'est une réglementation du droit des sols, de chaque parcelle. Donc, in fine, chaque parcelle a une réglementation du droit des sols, qu'elle soit publique ou privée sur le territoire. Et ce document PLUI remplacera à terme l'ensemble des documents d'urbanisme existants et en vigueur. Donc, certaines communes avaient un PLU plus ou moins récent, ou une carte communale, ou un règlement, ou n'avaient pas de document, étaient au règlement national de l'urbanisme. À la fin, 37 communes auront un même document qui est le PLUI. Et enfin, ce document, ça sera la référence pour l'instruction des autorisations d'urbanisme. Alors que vous soyez citoyen, que vous demandiez une déclaration préalable avant travaux, un permis de construire, il faudra se référer à ce document et on verra que la manière de le constituer a été réfléchie pour le rendre plus accessible à chacun. Ce PLUI, c'est quel territoire? Je vous l'ai dit, c'est un document sur les 37 communes de la communauté de communes du Sud-Gironde, 830 km² et un peu plus de 40 000 habitants. Il a été réalisé en 4 étapes. La première étape,
qui était le diagnostic du territoire, étape essentielle, hein, qu'il ne faut pas négliger, c'est l'état des lieux, c'est la connaissance de comment se comporte le territoire en matière d'aménagement, en matière d'habitat, en matière d'urbanisme, en matière de mobilité, en matière d'environnement, d'agriculture, etc., etc. Donc tout cela a été traité, a été travaillé avec les élus et a permis d'être d'accord sur où se situe le territoire, comment avance-t-il et d'où vient-il, et de mettre en avant aussi, bien sûr, des enjeux qu'il convient de traiter dans le cadre du projet politique. Alors, au sens de la loi, on appelle ça un PADD, projet d'aménagement et développement durable. Ce PADD, c'est une stratégie des objectifs de développement pour le territoire. Une stratégie de développement à 10 ans, comme vous savez. Donc, une nouvelle fois, ça a été travaillé avec les élus. C'est bien le projet politique et ce n'est pas le projet de nous, techniciens. Ce projet politique, il a été débattu en conseil communautaire et il a permis de passer à la traduction réglementaire. Donc, la traduction réglementaire, c'est ce que vous connaissez le plus, c'est le plan de zonage, c'est de définir des règles communes applicables aux autorisations de construction par type de zone, qu'elles soient urbaines, à urbaniser, naturelles, agricoles. On y reviendra en détail. Et là, on arrive à la fin de cette phase où on a finalisé donc toutes ces études et où on est prêt à valider le document. Donc, cette validation, elle va prendre environ 1 an. C'est un temps long, mais nécessaire, et c'est un temps imposé aussi par la loi. Donc, dans les prochaines semaines, ce document sera arrêté en conseil communautaire. Suite à ce vote, il y aura une consultation des communes. L'ensemble des 37 communes donnera son avis sur le document. Il y aura une consultation aussi des personnes publiques associées, donc ces fameuses PPA au sens de la loi, qui sont tous les acteurs de l'aménagement du territoire qui travaillent sur le Sud Gironde. Alors, les plus connus sont la DDTM, l'ex-DDE, les consulaires, Chambre d'agriculture, Chambre des métiers, Chambre de commerce et d'industrie, tout ce qui est les professionnels, l'interprofession du vin, tout ce qui va être en lien avec la forêt, tout ce qui va être le conseil départemental, le conseil régional. Il y a plus de 20 acteurs qui vont donner leur avis, un avis consultatif sur le document. Ensuite, ce sera place à vous, l'enquête publique. On reviendra sur l'enquête publique, mais l'enquête publique, elle va vous permettre de donner votre avis sur le document. Alors, c'est une période d'1 à 2 mois sur différentes formes, mais j'y reviendrai à la fin. Et cette enquête publique, une fois qu'elle sera finalisée, et la consultation des personnes publiques associées aussi, avec les élus, nous travaillerons sur les éventuelles modifications en lien avec les demandes et les éléments transmis lors de ces consultations plus enquête publique, et d'éventuelles modifications seront amenées au document avant son approbation pour que le document soit exécutoire et porte sur les 37 communes de la communauté de communes du Sud-Gironde. Sur ce PADD, il faut rappeler que c'est la clé de voûte du PLUI. C'est un document stratégique. Donc la loi le dit et le prouve en imposant qu'avant de passer à la phase réglementaire, on ait débattu du projet. Donc ce projet, c'est un document d'orientation stratégique qui définit les choix de la collectivité en matière d'urbanisme, d'aménagement, de protection de l'environnement. Il y a un nombre important de thématiques qui ont été traitées, analysées, évoquées, travaillées en atelier avec les élus, que ce soit la mobilité, le climat, l'énergie, le développement économique, les paysages, les continuités écologiques, le commerce, l'agriculture, les équipements, l'habitat, etc., etc. Et il y a un objectif où il y a marqué objectif chiffré, donc c'est la question de la lutte contre l'étalement urbain. Vous êtes au courant que depuis pas mal d'années, on évoque maintenant l'impact de l'artificialisation des sols, que ce soit pour l'habitat, l'économie ou les infrastructures, sur les espaces agricoles, naturels et forestiers. Et il est demandé aux élus de travailler sur une modération de la consommation d'espace, de s'impliquer. Alors, ce travail a été fait. Il a bien été fait un travail dans le premier temps de diagnostic pour regarder combien, et je reviendrai, d'hectares ont été consommés par la collectivité pour se développer. Et derrière, la collectivité doit s'engager dans son projet et dans son PLUI à modérer cette consommation. Ça ne veut pas dire d'arrêter de se développer, mais se développer différemment. On verra les outils qui ont été mis en place. Il faut aussi rappeler à ce stade qu'il existe au-dessus du PLUI, qui est le document de base réglementaire, un document qui s'appelle le schéma de cohérence territoriale, qui est un document qui est travaillé à l'échelle de plusieurs intercommunalités du Sud-Gironde. Donc, la communauté de communes du Sud-Gironde, bien sûr, mais aussi celle de l'Aréole, celle de Bazas et d'autres, qui ont travaillé ensemble sur un projet d'aménagement qui s'appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Il donne une perspective en termes d'aménagement du territoire, un cadre général à ce grand territoire. Et ce document, le PLUI, doit en tenir compte et doit être compatible avec celui-ci. Donc, il doit
décliner le projet, bien sûr en l'adaptant aux réalités du Sud-Gironde. Et donc, à titre d'exemple, il donne pour objectif à un territoire comme à l'ensemble des communes du Sud-Gironde d'avoir une modération à minima de 45% de la consommation d'espace, chose que le PL, lui, a respecté et va même un peu plus loin. Ce PADD, alors il est disponible en ligne, vous pourrez l'avoir, vous pouvez le lire complètement, donc de manière exhaustive. Donc aujourd'hui, ce n'était pas l'objet de le détailler, il a déjà été présenté à la réunion publique il y a quelques mois. Il est organisé autour de 3 grands axes. Le premier axe qui est la question du cadre de vie de qualité. On est sur un territoire où le cadre de vie est de qualité, il convient de le préserver, il convient de le garantir et de mettre en place des politiques pour cela. Il y a un deuxième axe qui est aussi de l'accompagnement et le développement de l'économie locale. Alors, le terme local est important. Hein, c'est que sur ce territoire-là, il a été fait le constat qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient résider, mais qui ne trouvaient pas forcément son emploi localement. Et il fallait remédier à cela et développer l'économie, à la fois parce qu'on continue à attirer des populations, donc il faut donner aussi de l'emploi à ces personnes qui viennent sur le territoire et aussi donner la possibilité aux personnes qui vivent sur ce territoire qu'ils puissent y travailler. Enfin, un troisième axe qui est la question des ressources naturelles. C'est un atout important du territoire. Elles sont vecteurs de ce cadre de vie de qualité et elles sont aussi potentiellement le support d'une valorisation touristique du territoire. Donc, à partir de ces 3 axes, bien sûr, le projet est beaucoup plus détaillé. On est parti sur une traduction réglementaire parce que cette traduction réglementaire, elle vient en fonction de ce qui a été mis dans le projet aussi. Les grands principes de cette traduction réglementaire. Il y a plusieurs outils de traduction réglementaire qui ont été utilisés. Le premier, c'est celui que vous connaissez le plus, c'est le règlement graphique. Ce règlement graphique, c'est les cartes qui vont donner pour toute parcelle une destination de sol. Il y a aussi, bien sûr, un règlement écrit. Alors là, on va voir que la spécificité, c'est que ce règlement écrit, on l'a voulu plus simple et plus digeste que ce qui existait jusqu'à maintenant. Et enfin, on a des secteurs de projet qui sont des orientations d'aménagement et de programmation. Donc, ces orientations d'aménagement et de programmation, la loi déjà dit que tout secteur d'extension est obligatoire et le territoire a fait le choix que sur certains secteurs U en enjeu, il y ait aussi, donc U pour les secteurs déjà urbanisés, donc dans les espaces déjà urbanisés, il y ait aussi des OAP. Et ça, c'est un choix des élus. Donc, si on synthétise graphiquement de comment se compose le plan de zonage du PLUI du Sud-Gironde, il comprend 4 grands types de zones, alors avec des déclinaisons, bien sûr. Hein. Une zone urbaine, qui est la zone déjà construite pour l'habitat, pour les équipements et des publics, et qui peut accueillir de nouvelles constructions en fonction de leur destination. Alors, on ne va pas forcément mettre de l'économie en plein centre de la commune de Pompéjac. On va avoir des destinations différentes aussi sur Langon en fonction d'où on est, par exemple, etc. Donc, on a de la finesse. On n'est pas avec un règlement qui est et simple et qui ne prend pas en compte des réalités territoriales. Hein. Et bien sûr, on va beaucoup plus finement. On a aussi donc ces fameuses zones urbanisées hein, qui sont les extensions. C'est en continuité des zones habitat et elles sont destinées à être aménagées dans un futur plus ou moins proche. On a les zones A comme agricoles qui sont dédiées à l'activité agricole en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Et on a les zones N comme naturelles qui sont protégées en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt économique. Donc, à partir de ces 4 types de zones, donc, on a travaillé finement avec l'ensemble des élus. La nouveauté, c'est qu'à côté de cela, on a des plans thématiques de règlement graphique. Alors, on viendra l'illustrer de manière précise juste après. C'est quoi? C'est que chaque parcelle, une nouvelle fois, elle a le même titre que ce que vous connaissiez sur le fait qu'on était en zone U, A, N ou agricole. On a des informations sur un plan cadastral en fonction de couleurs, de règles graphiques, sur quel élément de patrimoine conservé, quel type de construction sont autorisés et interdits, est-ce que la parcelle est concernée par des risques de nuisance, comment doit s'implanter la construction, etc., etc. Et donc, très clairement, voilà l'exemple. Donc, vous avez la planche thématique et celle de base, hein, savoir dans quel type de zone on se trouve. Hein. Quand on est dans le jaune, dans l'exemple, on est dans un secteur à vocation résidentielle dominante, donc on va faire de l'habitat plus certaines activités de services de faible importance. Quand on est dans le rouge, à contrario, on peut faire beaucoup plus de choses, hein, notamment des nouveaux commerces autorisés. Quand on est dans l'orange, on a un autre type, voilà, etc., etc. Donc, le vert sont les secteurs à vocation touristique. Donc, on a, ça, c'est un plan assez classique. La nouveauté, c'est qu'à côté, de la même façon, on va avoir des cartes, des plans thématiques qui vont permettre très rapidement, sans forcément aller puiser dans un règlement de plusieurs pages et à des pages différentes, l'implantation des constructions par rapport au bois. Donc, en fonction de la couleur, on sait quelle est l'implantation.
l'emprise au sol des constructions, l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, la hauteur des constructions. Alors pourquoi ça? C'est un intérêt quand même de simplification de la connaissance de ce qu'on a le droit de faire et pas faire, et ça aussi une simplification pour les futures autorisations et l'instruction par le service instructeur de la communauté de communes. On a aussi travaillé sur la trame verte et bleue et le paysage naturel. Donc, les élus ont eu une volonté de travailler donc, aussi sur l'environnement et le cadre de vie, comme c'était marqué dans le projet, bien évidemment. Alors, c'est quoi la trame verte et bleue? Alors, TVB pour les initiés, on va prendre un analogisme, c'est lorsqu'on va de Langon à Saint-Macaire, on passe par le pont. Le premier, le plus court, celui qui est à la sortie de Langon. Sauf que si ce pont est fermé, on va être obligé d'aller en trouver un autre. C'est un peu le même système. À un moment, on s'en est aperçu au début des années 2000 sur la question de l'environnement. C'est-à-dire qu'à des moments, on ne se souciait pas trop de la façon dont on urbanisait, sauf qu'on coupait des routes préférentielles, donc ce qu'on appelle les corridors écologiques pour la faune, la flore, et idem sur l'eau pour les milieux aquatiques. Et donc là, il nous a été demandé, et c'est la loi, de travailler sur une trame verte et bleue, donc cette fameuse continuité écologique, de faire un premier diagnostic, donc on l'a fait, et à partir de ce diagnostic, de mettre en place des outils qui visent à minima, lorsque ça marche bien, de la protéger et voire de l'améliorer. Et donc les élus, on leur a fait des propositions et dans leur projet, ils se sont engagés, donc en fonction du niveau d'intensité de ces réservoirs de biodiversité, de ces abords de cours d'eau. Et par exemple, on peut prendre l'exemple des zones humides très présentes sur le territoire. Il a été fait le choix courageux de dire inconstructibilité plus interdiction de rembler drainer. Ce qui fait que dès qu'on était dans un secteur de projet où on avait une zone humide, cette zone humide devenait inconstructible. Donc, il fallait redéfinir, soit changer de secteur de projet, si elle était trop importante, soit la prendre en compte dans le projet. Sur les outils de protection des ensembles ou intérêts paysagers, là aussi, il a été travaillé avec les élus. Donc, on a été sur le terrain, nos experts paysagistes ont travaillé aussi, et il a été fait le choix de protéger les ensembles paysagers pour leur caractère remarquable. Ça peut être des panoramas, des fonds de vallée, des sites inscrits ou classés, etc. Des arbres aussi isolés, des alignements d'arbres, des bosquets, des boisements par moment. Et tout cela se retrouve une nouvelle fois sur une planche cartographique thématique qui permet de voir sur ma parcelle, éventuellement, il y a un bâtiment remarquable, il y a des arbres remarquables, etc. Donc, on a l'information très rapidement. On va passer à ces fameuses OAP, donc orientation d'aménagement et programmation. C'est les sites de projet. Donc, c'est une obligation réglementaire pour toutes les zones à urbaniser. Donc, dès qu'on est sur une zone d'extension, on est dans l'obligation, et c'est la loi, de faire une OAP, quelle que soit la taille de la zone. Il a été fait le choix aussi avec les élus sur certains secteurs urbains, là où la taille de la parcelle et le lieu imposé de réfléchir à un aménagement d'ensemble, d'en faire aussi. Donc, il y en a deux types. Donc, les AU qui étaient obligatoires et les U qu'on s'est rendu entre guillemets obligatoires afin de maîtriser mieux la façon et de travailler vraiment sur la couture urbaine et éviter que les aménagements qui seront faits soient nuisibles pour tout le monde, à la fois pour la collectivité, mais aussi pour les particuliers déjà habitant ces secteurs-là. Donc, ces OAP, elles exposent la manière dont la collectivité elle souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des secteurs nécessitant une approche d'ensemble. Alors, le terme ensemble est important, on y reviendra juste après. Elles peuvent concerter des secteurs où il y a du bâtiment ou non, comme je vous ai dit. Donc, on peut avoir des terrains totalement nus, des terrains partiellement construits. Ensuite, elles peuvent avoir une ou plusieurs parcelles et elles peuvent avoir des parcelles qui soient publiques, 100%, public-privé ou 100% privé. Ce qui est important de retenir, c'est que ces dessins d'aménagement, ils sont opposables. Donc, ces OAP sont opposables au tiers. Donc, on peut aller au tribunal pour le fait que ces OAP ne respectent quelqu'un qui aménagerait et qui ne respecterait pas les principes d'ensemble de ces OAP. Ces OAP, elles ont des schémas d'aménagement, comme je vous l'ai montré. Et ce schéma d'aménagement, on doit avoir une compatibilité. Alors, c'est quoi la compatibilité? En urbanisme, on a plusieurs niveaux. Le plus fort, c'est la conformité. Excusez-moi, j'ai perdu mon mot. Voilà, je l'ai retrouvé. C'est la conformité. La conformité, vous la connaissez, c'est le permis de construire. Le permis de construire, on dit, l'autorisation d'urbanisme, permis de construire, on dit, vous devez construire à moins de 4 mètres. Vous avez fait votre mur à 3,80 mètres. Le jour où on fait passer un géomètre, vous êtes dans l'illégalité. Potentiellement, votre mur, il peut être détruit. Là, ce n'est pas là. On n'en est pas là. On est dans la compatibilité. Donc, c'est l'esprit. Il faut respecter l'esprit du projet. Ainsi, on va avoir, par exemple, là, vous le voyez, des linéaires. Ces linéaires-là,
il pourrait être plus à l'est, un peu plus à l'ouest, si on prouve qu'on reste dans l'esprit du projet et qu'on les fait là parce que votre projet est mieux garanti, mieux exécuté comme ça, c'est possible d'en rester. Ce qui ne serait pas possible, c'est de ne pas du tout avoir de linéaire. Voilà pour l'esprit. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes sur un site d'OAP? Si vous êtes propriétaire, déjà, vous n'êtes pas dans l'obligation de construire votre terrain. C'est à vous, ce n'est pas l'OAP qui va vous obliger à construire. Vous regardez la maîtrise ou non de la construction. Vous pouvez également, bien sûr, la construire. Pour cela, il va falloir faire une opération d'ensemble. En fonction de la taille du secteur, donc si on est sur un petit secteur où il y a quelques habitations, on va dire 4, vous n'allez pas pouvoir saucissonner, c'est-à-dire faire un permis de construire, puis un, puis un, puis un, puis un. Vous devez construire par le biais d'un permis d'aménager, donc c'est une demande d'urbanisme globale qui va amener à une seule construction des 4 habitations. Ce permis d'aménager, il est obligatoire. Vous avez l'obligation de faire un projet d'ensemble. A contrario, sur des secteurs beaucoup plus importants, de plusieurs dizaines de logements, il est prévu la possibilité de le saucissonner, entre guillemets, en plusieurs permis d'aménager si nécessaire, plusieurs tranches. Donc ça, c'est en fonction de la taille et de l'importance du secteur de projet. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas faire un logement à la fois. Ces principes, ils vous aideront à optimiser l'organisation de votre parcelle. Alors, bien sûr, il ne faudra pas hésiter de demander le concours de soit, par exemple, du CAE qui peut accompagner, soit des services ACDC, soit aussi se tourner vers des aménageurs pour les opérations les plus importantes. Vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est en fait construire ou aménager votre parcelle sur la base d'un projet qui ne respecterait pas ces principes d'aménagement. Là, vous n'êtes pas en compatibilité, donc c'est interdit. Si vous êtes riverain d'un site, ça ne veut pas dire que ce site, une nouvelle fois, va se construire de suite. On est sur 10 ans, en fonction du lieu, en fonction de la pression foncière par rapport au lieu, mais les opérations peuvent mettre plusieurs années à sortir. Ensuite, il a été réfléchi, parce qu'on est dans un esprit de couture urbaine aussi, au lien avec les espaces déjà urbanisés, donc par exemple par le biais de mobilité douce, mais aussi par le biais éventuellement de zones tampons en fonction d'où on est. Donc voilà, ce qui est un secteur d'OAP. Et donc des secteurs OAP, on y reviendra, il y en a plusieurs sur le territoire. Alors, si on prend les chiffres, on est sur, et c'est là où je vous expliquais qu'on est dans un renouveau et notamment une maîtrise de la consommation d'espèces, c'est que la majorité de la construction se fera dans les enveloppes déjà urbanisées. Alors, dans les espaces qui restent libres à l'intérieur, pour partie, par rapport à des logements vacants qu'il va falloir reconquérir et éventuellement de la déconstruction-reconstruction. Ça pose toujours possible. C'est 2210 logements qui sont à produire. Ça fait 221 logements par an environ. Et ça ne veut pas dire qu'on va faire 221, 221. Ça veut dire que voilà, c'est une moyenne. 300 une année, 100 de l'autre, on ne sait pas. Voilà. La barre, c'est 210 000 logements en 10 ans. C'est 1011 logements en extension urbaine, 119 logements vacants à reconquérir et 1080 logements dans les enveloppes urbaines. Ce qui fait environ 46% de la production en extension contre 54, donc chiffre très important, donc plus de logements sur 2, qui se fera dans des enveloppes déjà urbanisées. Et à titre de connaissance, le SCOT, qui est donc le document sur lequel le PLUI doit faire, qui fait référence au-dessus, et donc le PLUI doit être compatible avec ce SCOT, il donnait comme fourchette 60% en extension et 40%. Donc là, les élus, et notamment par le projet, par le travail sur le projet, ont voulu aller plus loin sur l'intensification. Cela, ça se fait aussi en fonction, les choix d'urbanisation ont été faits aussi en fonction de l'armature urbaine, qui a été la volonté d'en faire une plus proche des réalités locales. Donc le SCOT, ce SCOT donnait une vision du territoire, donc une vision du territoire qui était plus simple, on dira, moins proche des réalités locales, avec 4 niveaux. Il a été souhaité d'introduire un nouveau niveau qui s'appelle les pôles intermédiaires. Donc, les pôles existaient aussi dans le SCOT, c'est Langon-Toulaine. Donc là, il n'y a pas de discussion. C'est le cœur urbain du territoire où il y a la majorité de l'économie. Ensuite, on a des pôles relais. Donc, par exemple, c'est Macaire, des communes où on trouve beaucoup de commerces et de services et un niveau de population assez important. Ensuite, on avait un niveau qui était les pôles de proximité et les communes rurales. Alors, les communes rurales, pour le SCOT et pour le PLUI, c'est les communes où il n'y a plus de service. Alors, il y a la grande commune de Pompéjac que vous voyez par ici. Elle a une grande mairie, mais elle n'a plus de service. Donc, si on veut aller acheter du pain, il faut aller ailleurs.
Et ça, on va retrouver ce niveau de service juste du quotidien, c'est des pôles de proximité. Et donc, le SCOT mélangeait un peu des carottes et des navets entre pôles d'intermédiaire et pôles de proximité, parce que dans les pôles de proximité, on a des communes où il y a vraiment un niveau de service important. On peut prendre par exemple la commune de Ostens, pour sortir un peu du territoire langonnais, où on a plusieurs services, plusieurs équipements, beaucoup plus que de la première nécessité. Et à contrario, le pôle de proximité, c'est là où il va rester le dernier commerce, donc un boulanger, une supérette, etc. Et donc, il a été décidé de travailler un peu plus finement parce que derrière, bien sûr qu'en fonction de qui on est, mais on ne va pas pouvoir avoir la même, on ne va pas demander la même intensité urbaine et on ne va pas non plus avoir exactement les mêmes fonctions sur le territoire. Donc, comme vous le voyez, on a une répartition en fonction de qui on est sur le territoire, des objectifs de densification. Densification, c'est en fait le nombre de logements minimum qu'on attend par une surface donnée. Donc, des objectifs qui sont différenciés. On n'a pas demandé à les communes rurales, une commune comme Bourg-Ileys, d'avoir le même niveau que la ville de Langon. On a donc eu aussi à avoir, tout cela doit mener à une réduction de la consommation d'espace. Alors, pour savoir, déjà, on a regardé dans le diagnostic qu'est-ce qui s'était passé précisément, combien d'espace avait été consommé sur le territoire. Donc, on a consommé entre 2008 et 2018, sur 10 ans, 378 hectares. Donc, 267 pour l'habitat et 111 pour l'économie. Donc, une majorité, ça a été fait en extension, donc en nouvelle urbanisation. Et donc, dans le SCOT, l'objectif, bien sûr, c'est de continuer à se développer, mais de manière différente, en consommant moins en extension. Et donc, il a été, ce que prévoit le PLUI, donc c'est 102 hectares, 102 hectares pour l'habitat, 53,95 pour l'économie, ce qui donne en tout 155,95 hectares, dont 137 en extension, ça veut dire 13,8 hectares par en extension. Alors, sur l'économie, je fais juste un petit intermède dessus. Pourquoi 53 hectares de développement économique en extension? Mais en fait, on a travaillé très finement avec le service économique du Sud-Gironde sur la disponibilité actuelle d'espace économique sur le territoire. Et donc, suite à cette étude, il reste dans les zones déjà existantes 1 hectare. 1 hectare disponible pour quelqu'un qui souhaiterait venir s'installer ou quelqu'un du territoire qui souhaite s'agrandir. Et donc, il a été fait preuve qu'il y avait un besoin de rechercher de nouvelles zones économiques, alors majoritairement sur le secteur langonnais, parce que c'est là où les entreprises souhaitent se développer, la proximité des infrastructures, et ce que nous demande aussi le SCOT. Et donc, il y a eu une recherche importante, et donc on a, et vous allez voir, trouvé de nouveaux secteurs de développement économique. Donc, si on fait le bilan des orientations et d'aménagement de programmation habitat, donc ces fameuses zones de projet, on en a 65 sur le territoire, 14 en zone U, donc c'est certains secteurs stratégiques, il y a 2 fois stratégiques en zone U, on fait l'objet d'une OAP, donc on corrigera la petite coquille, excusez-nous, 50 en zone AU, donc c'est toutes les communes in fine, n'ont pas une OAP. Donc, il y a des communes qui n'ont pas d'OAP parce qu'il n'y avait pas la volonté d'en avoir, où la commune n'avait pas besoin de nouveaux secteurs d'extension. Alors, c'est une plus petite commune, bien sûr. Et enfin, on a une spécificité, j'y reviendrai à la fin, une zone en 2 AU. Alors, c'est quoi une zone en 2 AU? C'est une zone qui est fermée actuellement pour différentes raisons. Et on verra que là, c'est pour un zonage spécifique qui s'appelle le PAPAG. J'y reviendrai à la fin de la présentation, vous comprendrez, on expliquera cela. À la fin, on peut réaliser 1250 logements, 242 en zone U, 1012 en zone AU sur le territoire. On a aussi des OAP économiques avec le même système, des OAP 1AU qui sont ouvertes et des OAP 2AU qui sont fermées parce qu'on n'a pas les réseaux. Notamment, il y a 2 zones sur Langon qui seront fermées dans le PLUI, donc il ne sera pas possible de les urbaniser avant d'avoir les réseaux et de faire une modification, donc une procédure d'urbanisme pour faire évoluer le document d'urbanisme. Et enfin, il y a aussi une OAP tourisme à Ostens de 10 hectares sur le domaine départemental qui a été travaillé avec le conseil départemental et qui visait à requalifier cet espace-là. Et donc, il y a eu un gros travail qui a été fait avec le domaine départemental. Il y a eu aussi tout un travail environnementalement poussé qui a été fait avec les élus. Donc, dans beaucoup de documents, le choix est fait de travailler sur les secteurs de projet, de voir in fine quel est l'impact des secteurs de projet sur l'environnement. Là, il a été proposé, au vu de l'importance des enjeux environnementaux du territoire, et de leur prégnance, c'était de travailler sur une carte de sensibilité environnementale
Et donc, on a envoyé à l'ensemble des élus, donc l'ensemble des communes. Et donc, vous avez vu, à partir de données de cartographie hiérarchisée de la biodiversité, des risques et des paysages, on a fait un scoring et on est arrivé à des secteurs à enjeux forts, moyens, sachant qu'en blanc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu, mais c'est un jeu de moindre mesure. Et donc, toutes les communes ont eu des cartographies comme ça, avec en expliquant exactement c'est quoi les enjeux, pourquoi on l'a mis ça, etc. Et ce qui a permis de guider leur choix et de voir, en fonction des premiers secteurs de projet, l'impact potentiel qu'ils auront sur l'environnement et éventuellement de les modifier. Et à titre d'exemple, par exemple, sur ce secteur économique de la zone de Toulaine, il y avait un premier dessin de l'OAP qui prenait en compte une zone de risque d'inondation qui existait, qui était connue, et qui n'était pas forcément dans le... Et donc, il a été décidé de la sortir et de redécouper la zone pour tenir compte de cette zone. Le secteur de Langon, alors attention, nos bassins de proximité, ce n'est pas exactement les anciennes communautés de communes. C'est des bassins de proximité qui ont été travaillés avec diagnostic, donc il y a quelques subtilités de communes qui passent d'un bassin à l'autre. Bon. On a 13 communes, donc 2 pôles, 6 pôles intermédiaires, 4 pôles de proximité et une commune rurale. On a 1222 logements à produire, c'est 54% de la production de la communauté de communes, ça fait 122 logements par an, une fois, à titre indicatif. La majorité se construira dans les enveloppes urbaines, donc 600 logements dans les enveloppes, plus 72 logements vacants à reconquérir, et enfin 560 logements en extension dans les fameuses zones AU. Donc pour cela, il y aura 30 orientations d'aménagement et de programmation, 9 en zone U, donc 21 en zone AU, qui permettront de réaliser 696 logements, dont 525 en extension. On a aussi donc, ces fameuses zones économiques. Donc, ces zones économiques, c'est 4 OAP 1AU, donc ouvertes, donc où on peut dès à présent réaliser des aménagements, et 2 qui sont fermées, donc où il faudra mettre en place les réseaux et répondre aux besoins de réseau, et dans un second temps, modifier le document pour les ouvrir. Il faut aussi évoquer ce qui se passe en zone A et N. Donc, il y a dans la zone A et N, donc hors zone U ou AU, donc les zones agricoles et naturelles, de base, l'urbanisation, elle est dérogatoire. On n'est pas là pour forcément urbaniser. Donc, ce caractère dérogatoire, il y a un premier outil qui a été utilisé. Alors, quand je dis dérogatoire, il faut bien entendre qu'il va falloir justifier pourquoi on le fait et il faut que ça reste dans des proportions minimes, entre guillemets. On ne peut pas se permettre de faire des ports pour la soif comme on faisait dans le bon vieux temps. On n'en est pas là. Donc, on a un premier outil qui s'appelle le STECAL. C'est un nom un peu barbare, mais le STECAL, c'est les secteurs de taille et de capacité limitée. Ces STECAL sont délimités au sein des zones inconstructibles, donc A et N, et au sein desquelles certaines constructions d'installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire. Donc, on a travaillé avec les élus de connaître les projets. Alors, en fonction du type de projet, ça peut être un projet économique, un projet touristique, etc. Donc, il y a différents types de projets. Ces STECAL, il va falloir, on les a justifiés en fonction du projet et on a eu des superficies les plus proches du projet. Par exemple, une entreprise qui serait en zone naturelle, qui a un projet d'extension qui est possible parce qu'on n'est pas dans un espace complètement environnemental risqué. Elle nous dit j'ai 2000 m² de projet, on ne va pas pouvoir mettre 4000 m². C'est 2000 m². Quelqu'un qui nous dit j'ai éventuellement un projet dans 3 ans, non, il faut qu'on ait des choses très concrètes. Et in fine, c'est 20 STECAL sur le bassin de proximité de Langon. On a un deuxième outil qui a été utilisé. Pourquoi ça ne marche plus de mon côté ? C'est les changements de destination. Une nouvelle fois, c'est dérogatoire. Donc, il a été travaillé avec les communes sur des bâtiments pouvant changer de destination, alors, qui ne sont pas des ruines, qui sont des bâtiments actuellement utilisés pour autre chose que de l'habitat et qui pourraient, dans les 10 ans du PLUI, devenir de l'habitat. Une nouvelle fois, c'est dérogatoire. On ne peut pas se permettre de mettre tous les bâtiments. Il faut qu'ils aient un caractère patrimonial et donc, on les a repérés au règlement graphique. Alors, ça veut dire, déjà, attention, je précise que
Ce n'est pas parce qu'ils sont inscrits actuellement et qu'ils seront in fine dans le PLUI approuvé qu'automatiquement le changement de destination sera possible. En effet, il y a 2 temps. Premier temps, il va y avoir une visée du document par les personnes publiques associées, comme je vous ai dit, après l'arrêt du document. Donc, dans plusieurs mois, la commission départementale de protection des espaces naturels, et agricoles et forestiers, dit CDPENAF pour les intimes, elle a une première visée. Elle va nous dire oui sur celui-là, non sur celui-là, oui sur celui-là, etc. Elle va regarder que ce qu'on a mis ne gêne pas l'agriculture ou la forêt, ou le développement de la forêt. Si tous les changements de destination, donc la soixantaine mis dans le document en tout, passent cette étape-là, la personne aura le droit, qui achètera ça ou qui dispose déjà qui est propriétaire, de demander un changement de destination et création d'un logement. Sauf qu'au moment du permis de construire, une nouvelle fois, la CDPENAF pourra donner son avis et son avis est conforme et elle peut très bien donner un avis différent du premier avis, c'est son droit. Donc voilà, donc il faut le savoir. C'est pour ça que il faut aussi veiller à que ça soit juste et justifié et qu'on soit le plus carré possible. Ça ne sert à rien d'en mettre aussi des dizaines qui ne verront jamais le jour. Enfin, une spécificité sur le secteur de Langonnet, c'est le secteur de la gare Langon-Toulaine. Donc, un secteur à cheval sur les 2 communes. On ne peut pas, pour des questions juridiques, vous montrer exactement la délimitation de ce secteur, donc ce secteur autour de la gare. Il a été fait le choix de mettre en place dessus une servitude qui s'appelle un PAPAG, un périmètre d'attente de projet d'aménagement global. Pourquoi ? Parce qu'il est fait état de l'arrivée du RER à court terme en gare de Langon et il a été décidé sur ce quartier qui pour le moment est laissé un peu en désuétude de réaliser un réaménagement total du quartier urbain avec des logements, des bureaux, des activités. Mais pour cela, il faut pousser les études et il était trop tôt à l'heure de l'arrêt du PLUI de savoir exactement ce qu'on fait. Donc, il a été décidé de mettre un périmètre d'attente de 5 ans. Donc, contrairement à d'autres, au PLUI qui a une portée de 10 ans, là, au bout de 5 ans, si rien n'est fait, s'il n'a pas été fait, le PAPAG tombera. Et donc, bien sûr, ce n'est pas la volonté des élus, ils ont commencé à travailler dessus. Et donc, pendant 5 ans, les constructions ou installations d'une superficie supérieure au seuil de 15 mètres carrés de surface de plongée ne sont pas autorisées sur ce secteur-là. Donc, en fait, c'est la volonté de garder ce secteur-là intact actuellement pour que les premières études qui ont été lancées, les aménagements, on puisse les mener à bien et les choix peuvent se faire sereinement. J'en finis et ça sera place aux questions sur le calendrier. Donc là, on va arriver dans les prochaines semaines à un arrêt du document, donc au plus tard, à la fin du 2e trimestre 2021. Donc on arrête les études, on arrête de travailler sur le document. Comme je vous ai dit, il y a une phase de consultation des communes. L'ensemble des 37 communes va donner son avis sur le document. Idem pour ces fameuses personnes publiques associées, donc les acteurs de l'aménagement, plus de 20 sur le territoire. Ensuite, ça sera place à l'enquête publique. Donc, c'est place à vous. C'est pour vous, l'enquête publique, c'est pour les citoyens. Elle durera 2 mois à 2 mois, donc 1 mois minimum. Vu le territoire, il semblerait qu'on va vers 2 mois, mais c'est les commissaires enquêteurs qui choisiront. Elle aura plusieurs formes, même si on ne les connaît pas actuellement parce que c'est le commissaire enquêteur qui la mettra en place. Les formes, les différentes formes. Alors, on sait qu'il y aura automatiquement des permanences. Alors, où et quand, on ne peut pas vous le dire. Donc, ça sera affiché et publié dans la presse et affiché, comme vous le savez, en mairie avec ces fameuses affiches jaunes d'enquête publique. Il y aura aussi, bien sûr, le site de la communauté de communes où l'ensemble des documents seront mis à disposition, où vous pourrez envoyer un mail à une adresse spécifique de l'enquête publique, où vous pourrez envoyer un courrier aussi. Et enfin, il y aura une spécificité, un registre en ligne numérique, donc du même système que vous connaissez dans les registres, où vous pourrez voir aussi ce que les autres ont écrit et qui sera mis à disposition le temps de l'enquête publique. Alors, tout ça permettra d'avoir une enquête publique où le plus grand nombre pourra s'exprimer. Ensuite, en fonction des résultats des personnes publiques associées et de l'enquête publique, des éventuelles modifications seront faites du document. C'est un choix politique. Et enfin, le document sera approuvé, deviendra définitif au plus tard, fin 2e trimestre 2022, et donc deviendra le document d'urbanisme pour l'ensemble des communes de la communauté de communes Sud-Gironde. Et j'en ai fini avec ma présentation. Merci. Et la parole est à vous. Alors, soit vous pouvez prendre la parole avec le micro, soit vous pouvez poser votre question par l'outil chat et je relirai la question à l'ensemble des personnes.
Donc, juste pour information, le document sera mis en ligne sur le site de la communauté de communes dans les prochains jours. Le document, la présentation d'aujourd'hui, les documents officiels d'arrêt du PLUI seront mis en ligne une fois que le conseil communautaire aura arrêté le document. On ne peut pas les mettre avant pour des questions juridiques. Alors, monsieur Lespiac nous dit ça va bien vite tout ça. La présentation, vous voulez dire, monsieur? Monsieur Lespiac, si c'est ça que vous cherchez. Oui, c'est ça, ce que j'ai dit. Oui, la présentation, vous avez trouvé que ça allait un peu vite, c'est ça? C'est ça. Oui, tout à fait. Donc, c'était aussi le souhait de laisser la place aux questions. Et derrière, comme je vous disais, le document sera en ligne et vous pouvez aussi poser vos questions après par messagerie et on y répondra en fonction de la question. Certaines, on ne peut pas y répondre si c'est des questions trop précises, notamment sur la question de est-ce que cette parcelle ou autre sera urbanisable. On n'a pas le droit de le faire. Mais vous êtes d'accord que dans tous les cas, poser des questions sur quelque chose qu'on a à peine vu, compte tenu de la rapidité, c'est pas évident. J'entends. On est à la 8e, comme l'a dit le président. Bon, c'est la première fois qu'on nous a fait cette remarque, pour rien vous cacher, hein, et on a répondu quand même aux questions. Alors, j'ai deux questions, je vais les prendre et je vais les lire. La première, le nouvel PLU implique un changement de cause dans les pôles. Alors, le cause n'existe plus. Le cause n'existe plus par la loi. C'est l'emprise au sol. Donc, il y aura une emprise au sol différente en fonction d'où vous êtes. Mais à l'intérieur même des communes, il y a des emprises au sol, comme la cartographie que je vous ai montrée, qui sont différentes en fonction des quartiers, des pôles, etc. Donc, on a des différences. Deuxième question. Pouvez-vous nous donner un exemple de bâtiment pour être réhabilité en logement? Une ancienne grange agricole, un chai, etc. Qui a un intérêt. Alors, bien sûr, si c'est un hangar avec de l'éverite, ce n'est pas ça l'objectif. Il faut qu'il y ait un intérêt patrimonial. Voilà, à titre d'exemple. Juste, tout ça est a priori consultable, non seulement sur votre site, mais aussi peut-être en mairie des communes concernées. Alors, pour le moment, je le répète, le document où vous aurez la vision globale du PLUI sera consultable sur le site internet de la communauté de communes dès que le document aura été arrêté par le conseil communautaire. Et ensuite, ça sera consultable aussi lors des permanences du commissaire enquêteur. Voilà, qui donnera ces dates le moment où l'enquête publique sera lancée. L'application du nouveau pays commencera en 2022 ou 2023? 2022, à partir du moment où il sera approuvé. Dès qu'il est approuvé, il redevient exécutoire. À part, oui, en tenant compte des mesures de publicité, donc comptez quelques semaines. Mais ça sera rapide. Donc, on a mis deuxième trimestre 2022, peut-être que ça sera un peu avant, en fonction des retours, de la rapidité de réponse des communes, des personnes publiques associées, etc., du niveau de questions à répondre en enquête publique, etc. Donc, on ne maîtrise pas à 100% le calendrier. En urbanisme, il faut savoir que c'est très compliqué de le maîtriser finement. Alors, le secteur de la gare est déjà bloqué. Actuellement, c'est le RNU qui est en vigueur sur la commune de Langon, parce que le document de poste n'est plus en vigueur.
ce RNU, on peut travailler sur les parties à aménager. Il sera bloqué dans le cadre du PAPAG une fois que le document sera exécutoire. Sera-t-il également rapide de pouvoir lire les PLUI? Également rapide de pouvoir lire le PLUI. Alors, sur le site de la communauté de communes, vous aurez l'ensemble du PLUI. Donc, vous aurez l'ensemble des cartographies. On les classera par commune pour simplifier la prise en main et pour que les plans ne soient pas trop volumineux. Hein, mais ce sera des PDF. Donc, on mettra en place quelque chose de plus simple possible pour que vous ayez la facilité de vous renseigner. Et pardon ? Après, le service urbanisme est à votre disposition pour vous renseigner et à terme, une fois que le document sera approuvé, il sera aussi mis en ligne sur un serveur où vous pourrez le consulter en ligne, donc cliquez sur votre parcelle, etc., de manière très simplifiée. Et une fois qu'on clique sur la parcelle, vous aurez toutes les informations en termes de règlement, etc. Toutes les informations s'afficheront. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que tout soit annulé à nouveau? Alors, on fait tout pour non. Donc, est-ce que des risques si ça soit annulé de nouveau? Non. On a, alors, j'ai oublié de préciser que tout le document est relu par un cabinet d'avocats spécialisé du droit de l'urbanisme, le cabinet Athènes, qui est un des plus grands cabinets d'avocats d'urbanisme en France, et donc qui amène une caution juridique. Et bien sûr, on fait tout, et c'est pour ça qu'on ne présente pas aujourd'hui, par exemple, des zonages, etc. On fait bien attention de respecter tous les canaux juridiques. On est conseillé, on est relu, et on va tout faire. Et l'objectif, c'est que le document devienne exécutoire une fois qu'il est approuvé et qu'il ne soit pas attaqué. Je voudrais juste intervenir. Voilà, il faut dire que ça fait 9 ans moi, que j'attends que le terrain passe en zone constructible. Et ça fait 2 fois que tout a été annulé à cause justement de l'enquête publique, à cause. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu lourd. Même ça fait un petit peu lourd, 9 ans. Et là, on attend depuis 2 ans et demi maintenant que le PLU sorte. Donc c'est vrai que ça fait long. Ça fait très long. Ça, je le conçois. Je ne peux pas répondre pour ce qu'on fait, pour ce qui s'est passé avant. Ce qu'on fait tout, c'est pour que celui-ci soit bien approuvé. Ensuite, la jurisprudence a avancé. À titre d'exemple, et ce n'est pas l'objectif, le juge peut faire tomber certaines zones et pas tout, etc. On a une avancée à la jurisprudence. Maintenant, on peut, s'il y avait un problème, par exemple sur un secteur, ce secteur-là peut devenir inconstructible et tout le reste fonctionner. Donc, on n'est plus sur l'entièreté du document qui tombe. Donc voilà, pour vous, c'est pas, mais bon, l'objectif c'est que tout le document reste et passe, et donc c'est pour ça qu'on y travaille finement et qu'un cabinet d'avocats travaille avec nous. Alors, oui, mais quand sera-t-il consultable sur le site internet? Une fois qu'il sera arrêté en conseil communautaire, c'est-à-dire au plus tard fin de second semestre 2021. Peut-être un peu avant, donc en fonction. Trimestre, pas semestre, excusez-moi, trimestre. Donc voilà, courant fin juin, courant juillet. Et peut-être un peu avant si on arrive à travailler, à avancer plus rapidement que prévu, mais on a préféré mettre cette date pour être sûr. Est-ce que le projet de PLUI était coordonné avec le PLUI base AD? Oui, le diagnostic a été commun avec le base AD, et donc il y a des échanges réguliers entre les deux comités de communes. Certaines demandes de permis de construire peuvent-elles être en sursis en attente du PLUI? Alors, c'est un droit porté par les élus. Chaque maire peut utiliser un outil qui s'appelle le surseoir à statuer. C'est la police du maire qui peut geler le temps de la finalisation, mais qu'il faut le motiver aussi en fonction du projet du PLUI, une demande d'urbanisme. Voilà. Donc, en fonction, une demande d'urbanisme, ça peut être gelé par le permis de statuer, mais c'est un document communal et pas intercommunal. C'est les maires qui ont le pouvoir. Moi, j'aurais une question. Alors, oui. C'est pourquoi autant de temps pour faire un PLUI? Est-ce que le Covid vous a énormément retardé? Je suis désolée, je suis peut-être un petit peu lourde par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est très long. Très long. Non, mais c'est toujours insatisfaisant. Oui, on a perdu. Alors,
le Covid plus les élections qui ont tardé à se finaliser, donc l'arrivée d'une nouvelle gouvernance avec l'ensemble des élus, oui, c'est le terme, on a perdu un an. Un an, et en un an, il a fallu reformer certains élus qui ont été nouveaux, etc. Donc, on a perdu un an. On a un an par rapport à... Voilà, mais bon, on est toujours pareil, hein, c'est dans un monde rêvé, il n'y aurait pas eu la Covid, on serait sur l'approbation et pas l'arrêt. Mais voilà, donc on fait de notre mieux. Et aussi, une nouvelle fois, et vous l'avez bien souligné, Madame Berthoud, c'est aussi l'objectif d'avoir un document sûr juridiquement. Donc là, on est en train de faire les derniers arbitrages, notamment sur des questions de réseau, etc., très importantes, qui peuvent mettre en danger le document. Et donc, on fait très attention. Et voilà. Merci pour la prudence. J'ai pu comprendre que c'était important. C'est vrai que j'avais un petit peu à dire. C'est vrai. Monsieur Lespiac, il y a une nouvelle question. Peut-on, avant la présentation du PLUI vers la seconde trimestre, proposer des choses à prendre en compte pour ceux qui travaillent dessus? Alors, vous pouvez toujours, mais l'enquête publique, elle a de sens surtout une fois que vous avez les documents arrêtés, parce que là, vous n'aurez pas la possibilité de voir les parcelles, etc. Dès que le document sera en ligne, vous aurez le temps de préparer votre réponse pour l'enquête publique. Et c'est peut-être salutaire d'attendre quelques semaines de voir si c'est par rapport à des parcelles, etc. Pour votre réponse, qu'elle soit comme ça argumentée en fonction aussi des choix qui auraient été faits des élus. Jusqu'à cette date-là, vous ne pourrez pas voir. Voilà. Non, mais c'est pour donner quelques idées qui auraient pu échapper à ceux qui travaillent dessus et qui seraient peut-être au final à prendre en compte avant la rédaction du PLU. Vous pouvez bien sûr envoyer un courrier à la communauté de communes, au service urbanisme. Les surfaces de parking de zones commerciales sont-elles prises en compte comme des surfaces imperméabilisées par le PLUI? Bien sûr. Ça a été compté comme ça, bien sûr. Et c'est dans l'enveloppe urbaine. Ensuite, il a été acté, quand vous parlez du commerce, par exemple, il n'y a pas de nouvelles zones commerciales qui seront faites dans le cadre du PLUI. Donc, les nouvelles zones d'activité que vous avez vues, les OAP, c'est des zones dédiées à la création d'emplois, notamment d'emplois économiques hors commerce. Le commerce a vocation à rester dans les zones déjà existantes qui sont importantes. Voilà, c'est un des points du diagnostic. De rien, monsieur Lespiac. Toujours curieux de répondre. Pas forcément économique et pas au sens zone économique. Autour de la gare, la zone sera orientée économique. Pas économie au sens grosse activité économique. Il y aura de l'économie, puis c'est du tertiaire, des bureaux, des choses comme ça, des activités. Mais bon, pour le moment, oui, voilà, je réponds bureau par exemple, sûrement, mais pour le moment, si on fait un périmètre d'attente, c'est qu'on a besoin d'en savoir plus clair sur le projet et d'y voir plus dans le détail ce qu'on peut faire et ne pas faire, la question des parkings. Il y a plein de questions à se poser. Et donc, il y a un schéma d'aménagement global qui est à l'étude. Et à partir de ce schéma global d'aménagement, le PAPAC sera levé et on traduira cela dans le PLUI, la version sans PAPAC. Nouveau logement, mais je vous ai répondu, voilà, des places parking liées à ces logements, mais tout cela, ça va être étudié. C'est vraiment l'idée d'avoir une étude. C'est la volonté des élus. C'est bien pour ça qu'on a cherché quel bon outil utiliser, le PAPAC, parce qu'il y a la volonté d'avoir vraiment une étude importante pour ce secteur qui est un secteur clé. Il va y avoir l'arrivée du RER à Langon, RER vers la métropole bordelaise. Et c'est un secteur clé parce que c'est un secteur à la fois pour entrer et sortir pour le territoire sud-Gironde et qui va permettre d'amener un renouveau à ce quartier qui est actuellement un peu, voilà, qui est pas très, qui est en difficulté, alors qu'on est sur un outil qui est un outil central pour le développement du territoire, la gare.
Alors, Monsieur Lespiac, des activités économiques à risque type Céveso stockage dangereux sont-elles concernées par le PLUI? Donc, tout ce qui est activité économique dangereuse, on a des PPRT et des plans de risque technologique. Il n'y en a pas sur le territoire. Donc, mais s'il y en avait, déjà pour l'implantation, il y a des questions par rapport à l'habitat, il y a des questions de la mise en place d'un PPRT, donc il n'y en a pas. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'impact sur ce territoire. Voilà. Il y a des activités qui ne sont pas concernées par des PPRT, des plans de prévention des risques technologiques. Voilà. On n'a pas d'entreprise de ce type sur le territoire. Sinon, c'est une servitude et on a des obligations réglementaires avec. Voilà. Ce qui existe sur d'autres territoires. Est-ce que vous avez d'autres questions? Au revoir, Monsieur Lespiac. Est-ce que le PLUI tient compte des nouvelles attentes des populations vis-à-vis du Covid? Alors, j'ai envie de dire oui, dans le sens où, et c'est un choix fort qui a été fait à l'échelle. Alors là, je vais dézoomer de la ville de Langon, hein, on va sortir du monde urbain. Et le maire de Pompéjac est avec nous et pourrait le dire. C'est un choix, c'est une stratégie qu'on défend aussi de laisser la place à l'ensemble des communes du territoire et que l'ensemble des communes du territoire aient une possibilité d'avoir aussi leur part de développement. Alors, pas leur développement n'importe comment, hein, c'est pas ça, mais par rapport à des canons qu'on verrait de Paris, on a aussi toutes les communes rurales, c'est pôles intermédiaires où on a des droits à construire. Alors, une nouvelle fois, de façon différenciée de ce qui s'est passé par le passé, hein, ce n'est pas forcément construire n'importe où, mais donc ce renouveau qu'on entend du monde rural, de las aspirations, d'avoir des espaces. On a aussi pris en compte les questions d'espaces verts en ville, de végétalisation, etc. Tout ça a été pris en compte dans le PLUI, donc la volonté d'avoir et c'était dans l'axe des PLD, d'avoir un cadre de vie préservé, remarquable, etc. Si vous n'avez pas d'autres questions, monsieur le vice-président. Oui, c'était intéressant, il y avait de bonnes questions. On peut rajouter concernant le PLUI et le Covid que certainement que cette année entière de crise sanitaire laissera des traces et qu'elle va peut-être, pour l'avenir, regarder l'urbanisation d'une façon différente, mais il est trop tôt pour l'évoquer. Alors, une autre question de monsieur, y a-t-il un plan de transport dans le PLUI, transport en commun, covoiturage? Alors, déjà, il y a la place de la gare et ensuite, il y a une réflexion plutôt. Alors, ce n'est pas un document qui est fait pour faire un plan de déplacement. C'est un autre document réglementaire que le PLUI. Le PLUI, lui, s'est attaché à mettre en place notamment des connexions entre les nouveaux quartiers et les anciens, d'améliorer tout ce qui va être mobilité douce, les vélos, la marche à pied par des emplacements réservés, etc. Donc, des outils qui vont permettre de les créer, des parkings de délestage, des emplacements réservés aussi qui sont prévus sur le pôle urbain. Donc, on a des réflexions comme ça, mais le vrai document global de mobilité, c'est d'autres documents et ce n'est pas que le PLUI qui peut régler ça. Donc, le PLUI, c'est l'outil d'exécution. Après, peut-être qu'à terme, il y aura un document qui sera comme ça et le prochain document d'urbanisme le traduira de manière plus opérationnelle. Le fait de faire des zones à urbaniser ne va-t-il pas pousser à faire des parcelles plus petites? Alors, pas forcément, hein, parce qu'on a déjà, des manières de faire, et on l'a montré dans le diagnostic, où on a des endroits et on a des réalités très différentes. Alors, c'est sûr que sur le pôle urbain, on a une pression foncière qui est plus grande. Et donc, il y a des parcelles qui sont plus petites. Mais bon, j'ai envie de dire, ce n'est pas que la taille de la parcelle aussi, c'est la façon dont on va implanter les maisons. Et souvent, on a l'impression on a besoin d'une grande parcelle parce qu'on a mal réfléchi à l'implantation des maisons. Si on a une réflexion un peu meilleure de l'implantation des maisons, on peut réduire les parcelles sans avoir l'impression d'être dans un confinement. Donc, on a ce travail aussi sur la forme urbaine, hein, et puis après, bien sûr, sur les espaces du Sud Gironde les plus ruraux, on n'a pas les mêmes attentes en termes de foncier que sur le pôle.
S'il n'y a pas de nouvelles questions, si. La densification va-t-elle aussi faire abaisser la vitesse sur certains axes? Alors ça, une nouvelle fois, c'est le pouvoir du maire en agglomération, c'est le conseil départemental sur certains axes, c'est l'État sur d'autres quand c'est national. Donc, bon, l'autoroute, on n'en parle pas. Mais voilà, donc on n'est pas, c'est pas le PLUI, mais ce qui est le PLUI, lui, il a une réflexion sur les nouveaux espaces urbanisés, sur la desserte de ces espaces-là. Donc la façon dont on va les, mais on n'a pas de prise. On n'a pas de prise sur la vitesse. Donc, bien sûr qu'on prend en compte, notamment dans le PLUI, les axes pour la question du bruit des axes, mais on n'a pas étudié et on n'a pas d'outil réglementaire. Ce n'est pas l'outil qui va permettre de travailler sur la vitesse. C'est un autre outil. Alors, la réhabilitation des granges ne va-t-elle pas favoriser le mitage et les conflits avec le monde agricole? Eh bien, justement, merci de la question. C'est pour ça qu'il n'y en a que 60 sur l'ensemble du territoire et que ces 60-là, on n'est même pas sûr que ces 60 se passent in fine. C'est parce qu'on a choisi, on a sélectionné en fonction du caractère patrimonial, du fait que ça ne nuisait pas à l'agriculture et de l'emplacement. Donc, par exemple, une grange qui serait au milieu de parcelles cultivées, de vignes, etc., tout entourée de parcelles, l'idée, celle-là, non. Celle qui est en bordure, soit de vignes abandonnées, soit d'une route où les réseaux ne sont pas loin, etc., pourquoi pas? Donc, ça a été étudié très, très finement et on doit justifier chaque fois. Donc, il y a eu des fiches qui ont été faites, il y a des photos qui ont été faites avec les communes, etc. Oui, un séchoir à tabac peut être pris en compte dans un changement de destination, bien sûr. Ça peut être même très patrimonial. S'il est en bois, il est bien en bon état, etc. On voit même des exemples de formes architecturales contemporaines s'inspirer des séchoirs à tabac. Donc oui. Alors pour cela… pour rajouter sur les séchoirs à tabac, il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans le projet. On parlait récemment d'un séchoir à tabac en pleine campagne dans lequel le propriétaire voulait faire 6 à 8 logements sociaux. C'est pas cohérent. C'est complètement incohérent. Ça fait 8 logements avec 8, 10, 12 moyens de transport pour pouvoir regagner des centres qui disposent de commerce. Donc, il y a une certaine cohérence à avoir aussi. Donc voilà, il y a le lieu. Et puis après, la volonté politique a été aussi de cadrer le nombre de logements qu'on pourra faire. Donc, on ne peut pas faire X logements dans les changements de destination parce qu'on a les exemples du passé où certains changements de destination malheureux ont été faits et on se retrouve avec des logements sociaux déguisés en race campagne où il n'y a pas de moyens de transport collectif, etc. Donc, c'est pas l'objectif et on n'est pas là pour densifier ces espaces-là. On est là pour préserver le patrimoine de certains patrimoines. Alors, le traitement des pesticides dans les vignobles a été pris en particulier par des zones tampons. Donc, on a travaillé les nouvelles zones à urbaniser qui ont des contacts avec la zone viticole. Donc, il y a un regard aussi de toute la interprétation. Et donc, on a des zones tampons obligatoires. De quelle dimension? Je ne vous le dirai pas. Vous le saurez au moment du règlement. Je ne peux pas vous le dire. On rentre dans des précisions que je ne peux pas donner. Mais sachez que c'est un minimum, il y a des prérogatives nationales. Et donc, dans toutes les zones à urbaniser, est prévu des zones tampons de dimensions suffisantes pour qu'il y ait une cohabitation sereine entre viticulture et habitat. Alors, sans consensus des élus, le PLUI peut-il être bloqué? Alors, si tous les élus du territoire votent contre le PLUI, bien entendu. Mais après, il y a différentes façons. Il y a bien sûr l'objectif, c'est qu'on soit à la majorité absolue. Et après, il y a différentes façons. Et on est dans une gouvernance classique de prise de décision d'une intercommunalité avec des majorités de 2 tiers, etc., qui permettent d'avancer et que le PLUI soit approuvé. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il n'y a pas un consensus de blocage. On n'en est pas là. On a travaillé assez avec l'ensemble des communes pour arriver à avoir un document qui sera exécutoire à la fin et approuvé.
Alors, dans les nouveaux lotissements, la zone tampon est-elle incluse dans le projet? Tout à fait. C'est dans le projet qu'on l'a incluse pour qu'elle se fasse. On la demande pas, elle est obligatoire. Et par exemple, de le même type, dans les secteurs forestiers où il y a un risque incendie, il y a des zones tampons qui sont demandées de défrichement autour des nouvelles zones à urbaniser. Voilà, pour vous donner l'exemple, donc on a réfléchi à tout ça. Donc, tout ça est réfléchi. Donc, lorsqu'on fera le projet, dans la compatibilité du projet, il y a l'obligation de garder cette zone tampon. Le projet ne peut pas se faire sans cette zone tampon. C'est ce que je vous disais. Chez le lotisseur, pas l'agriculteur. C'est dans les secteurs de projet. Donc, c'est le lotissement, le lotisseur. Si c'est le lotisseur, ça peut être la collectivité, ça peut être un particulier. Voilà, chez le porteur de projet, on va dire. C'est celui qui crée le contact qui doit la faire. Au moins, on est sûr. Voilà. Et on ne mange pas de la terre agricole. De quelle zone de tampon on parle? De la zone qu'on va créer entre l'habitat, entre les maisons et les terrains constructibles, en fait, et l'agriculture, donc la viticulture principalement. Donc, dans les nouvelles zones à urbaniser, on a prévu une zone qui est à l'intérieur de la zone à urbaniser, zone tampon qui doit rester en espace vert, afin de veiller notamment aux problématiques des pesticides, des conflits entre agriculture ou viticulture et habitat. Je vais parler pour mon frère là, qui est agriculteur, viticulteur sur Langon. Voilà, lui, il a déjà des vignes bien implantées. Oui. Il est entouré de lotissements. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre par rapport justement à ce nouveau PLUI, en sachant que mon frère est pris en photo par ceux qui habitent dans les lotissements quand ils traitent un petit peu tard le soir parce qu'il faut traiter. Il essaie de ne pas le faire le samedi, il ne le fait pas le dimanche, il ne le fait pas le mercredi, il ne le fait pas le soir après 17h. Et il se fait quand même prendre en photo et il fait du bruit alors que les vignes étaient là avant les lotissements. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir pour lui en protection de prévu dans le PLUI? Alors, le PLUI, ce n'est pas l'outil miracle pour réparer les urbanisations passées. Donc, nous, on s'intéresse majoritairement au futur secteur à urbaniser. Je suis désolé de faire cette réponse de Suisse. Ah non, mais je comprends, je sais que vous êtes pour rien, mais c'est au cas où vous auriez prévu quelque chose. Alors, notamment, c'est pour ça que dans les nouvelles zones à urbaniser, on prévoit ces zones tampons qui sont obligatoires. Alors, quelqu'un posait la question qui est responsable de la zone tampon? C'est bien au départ l'aménageur. L'entretien, comme dans un lotissement, il y a des questions, il y a des espaces verts et des questions d'entretien. On est bien d'accord. Au bout d'un moment, il va falloir entretien. Alors, on a une autre. Les pesticides ne sont pas utilisés que dans les vignobles, ils sont également utilisés pour beaucoup de cultures à ce jour, d'où les zones tampons doivent être prises en compte plus largement. Oui, non, mais on parlait, l'exemple de la viticulture, c'est vrai sur d'autres espaces, agricoles. Au sud, on a d'autres types d'espaces et on a aussi des zones tampons. Excusez-moi, on a dérivé sur la viticulture, vu l'importance de la viticulture sur cette partie langonaise. Mais Madame Berthoud, là, on est dans le cas de plus en plus classique de difficultés entre les néo-ruraux et l'agriculture. Et là, le PLUI actuel fait tout pour que dans le futur, dans les nouvelles zones, on ne réitère pas ces difficultés faites par cette urbanisation et par éventuellement aussi, les torts sont peut-être partagés. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas le cas, je ne suis pas là pour juger. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on arrive à continuer à créer des zones de développement, mais de manière beaucoup plus intelligemment que ça a été fait par le passé. Déjà en évitant certaines parties viticoles, c'est le choix du projet, et ensuite d'avoir des zones tampons quand on est en contact avec la viticulture ou l'agriculture dans notre cas. Et comme je vous disais, il y a aussi le cas de la forêt, avec le risque incendie, etc. Tout ça a été étudié finement. Alors, je ne dis pas, moi, je ne méprise pas, monsieur Lagorce, les néo-ruraux. Je sais pas, mon propos n'était pas dans le mépris des néo-ruraux. Je dis simplement, je faisais un constat de la difficulté sur un bon nombre de territoires que je travaille entre ces zones urbanisées qui ont été pensées au contact de l'agriculture,
sans réflexion sur le voisinage donc, entre agriculture et habitat. Et c'est ce qu'on ne veut pas reproduire pour que tout le monde puisse vivre en harmonie et ne soit pas en conflit. Voilà, c'est compliqué. Et c'était donc, dans mon propos, il n'y avait pas de mépris. Je n'ai pas utilisé le nom de néo-ruraux, peut-être que ce n'était pas des néo-ruraux. Je n'ai pas ressenti de mépris, moi, dans ce que vous avez dit. Pas du tout. Monsieur le vice-président. Je pense qu'on va pouvoir conclure s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, comme on l'a dit au début, tout le long de l'exposé, si vous avez des questions complémentaires, nous sommes ouverts à toutes les questions et vous pouvez les adresser à votre mairie qui se chargera de les retransmettre à la communauté de communes et à son pôle urbanisme. Mais chaque question qui est posée recevra une réponse. Nous nous y engageons. Donc, je remercie M. Pierre Albert de cette série, de cette semaine marathon. Et puis, on va le libérer pour qu'il puisse aller regarder ce match du rugby France-Angleterre. Parce que le ballon ovale, c'est quand même bien aussi. Alors, je vous rassure, je ne vais pas le rater. Et simplement, la dernière question de M. Dupas. Un lotisseur qui achète une parcelle de vigne urbanisée entourée de vignes va devoir prendre en compte ces zones tampons, même dans les pôles. Oui. Voilà, c'est une obligation et c'est ce que je vous ai montré. On est sur de la compatibilité, mais ces OAP sont juridiquement opposables. Et je vous souhaite donc à tous un bon week-end et un bon match de rugby pour ceux qui le regardent. Merci à tous, merci Pierre Albert et Didier Duvigneau.